Alain Vidaliste, le ministre chargé des relations avec le Parlement et l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion. Et avec nous tout à l'heure, Karine Perret de l'AFP et puis Perrine Arnaud de Public Sénat. Monsieur le ministre, les chiffres du chômage viennent de tomber. Il s'apparente à un supplice chinois supplémentaire, j'ai envie de dire, pour l'exécutif dans cet entre-deux tours des élections municipales, avec une forte hausse au mois de février, plus 31 500 demandeurs d'emploi. Une première réaction? C'est une augmentation marquée, 31 500 en catégorie A, qui peut être légèrement atténuée si on regarde sur l'ensemble des catégories A, B et C, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui n'ont pas exercé une activité à plein temps sur un mois ou sur 3 mois. On est à 7 500 pour cela. Je pense qu'il faut regarder ces chiffres avec 3 indicateurs qui sont publiés aujourd'hui. Le premier indicateur, c'est celui de l'activité économique. Là, les chiffres du chômage, c'est ceux du mois de mars. L'indicateur de l'activité économique, c'est... Le chômage, pardon, c'est ceux du mois de février. L'indicateur économique, c'est celui du mois de mars. Ça repart un peu. Oui, ça repart un peu, même bien, puisque c'est la première fois depuis 31 mars, je ne vais pas être trop technique, mais l'indicateur, quand on est au-dessus de 50, ça veut dire que la croissance repart. On se situait ces dernières années, ou depuis ces derniers mois, depuis 31 mois, autour de 47, 48. On est à 51,3. Vous avez donc identifié c'est deux autres quelque raisons chose d'être de bien. optimiste. Et la deuxième raison, elle est aujourd'hui dans la presse ce matin. Je prends la presse économique. Vous À la voyez, une le des coût du Échos. travail, l'écart se réduit avec l'Allemagne. C'est pas le résultat du hasard. Il suffit de regarder à l'intérieur de cet article ce qui est expliqué, que c'est la conséquence de la mise en place du CICE par le gouvernement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut regarder et répondre à la question, qu'est-ce que vous faites par rapport au problème du chômage? Si vous regardez dans le détail des chiffres qui viennent d'être publiés. Alors si on regarde dans le détail, mais il faut quand même qu'on retienne le chiffre essentiel. Oui, oui. C'est plus de 30 000 Français qui ont basculé dans le 500 chômage. en catégorie A. On sait que ce sont des drames personnels. Mais il faut savoir qui c'est. Et ça mérite un peu plus de précision. Ça Bien mérite sûr. un Alors peu là, plus vous de les avez précision apportés. et je vous les donne. Non, c'est pas celle-là. Je vous les donne et j'invite chacun à la réflexion là-dessus. Le chômage des jeunes augmente très peu, 1500 de plus, mais sur 9 mois, il recule. Il y a aujourd'hui en France un problème très particulier qui là explose dans les statistiques, y compris ce mois-ci, c'est les plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on est dans la situation aujourd'hui où sur un an, qui est une bonne période de réflexion, on a un chômage qui augmente qui pour les jeunes de moins de 20 ans diminue de 1,5%, mais qui pour les plus de 50 ans est à plus 12,1%. Ça, c'est vrai, depuis plusieurs mois, vous envisagez des mesures spécifiques pour les seniors? Je pense que la question est posée aujourd'hui à la fois de la réalité de cette statistique-là et qui entraîne en plus une divergence avec les chiffres du Bureau international du travail. Alors, donc il faut qu'on regarde ça de près, mais je pense que cette réalité-là, elle mérite d'être précisée parce que les gens nous demandent d'apporter des réponses et on voit bien aujourd'hui qu'on est confronté à une exclusion du marché du travail des plus de 50 ans. Une progression marquée du nombre de chômage en France, vous le reconnaissez évidemment. Je le disais, ce sont à chaque fois des souffrances individuelles pour les familles, mais ça va encore peser plus lourd dimanche prochain dans les urnes. Oui, mais enfin, la transparence dans la situation économique, c'est de ne pas cacher les chiffres, c'est de les donner, même si c'est la réalité d'aujourd'hui. Et vous savez, ce que nous demandent, me semble-t-il, les concitoyens, c'est qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réponse? Il y en a d'autres possibles, il n'y a pas qu'une seule politique, mais la nôtre, elle est claire. On l'a engagée, c'est pour ça que j'ai parlé de l'activité économique et j'ai parlé de l'article des Échos ce matin sur le différentiel du coût du travail avec l'Allemagne. C'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat de la politique qu'on a mis en œuvre. Et je préfère, si vous voulez, avoir un indicateur économique. Vous préférez mettre en avant les éléments positifs, on le comprend. Enfin, l'inverse serait assez surprenant. Bien sûr. Vous pouvez le faire vous, mais sur les éléments négatifs, c'est aussi votre travail. Mais je pense qu'il y a un ensemble de choses. Ce que je voulais finir ma phrase, c'est il vaut mieux avoir un indicateur d'activité économique pour le mois de mars, c'est-à-dire pour aujourd'hui, qui soit bon, porteur d'espoir, que l'inverse. Alors, positif, négatif, dites-moi, le climat, ce mercredi matin au Conseil des ministres, il ne devait pas être positif? Très honnêtement, il était assez ordinaire. Enfin, je sais pas si quelqu'un pense... Le chef de l'État est intervenu en réaction au mauvais score du Parti socialiste au premier tour des municipales. Quel a été son message?
Le message du chef de l'État, il a été très clair. Il a dit, dès lors qu'il y a une élection, il faut tirer les conséquences, entendre ce qu'ont dit les Français qui ont voté, et a-t-il ajouté, y compris entendre ceux qui ne sont pas venus voter. Et il faut prendre son expression dans sa globalité. Et donc, il a dit, il faut préparer le second tour, puisque c'est le rassemblement qui doit l'emporter, expliquer encore plus, si c'est nécessaire, ce qu'on a fait, mais naturellement, il faudra en tirer les conséquences. Donc, réveiller les abstentionnistes de gauche qui, effectivement, ont fait défaut. Oui, ce qui est toujours un peu le cas par rapport au parti qui est au pouvoir, si on fait la comparaison avec 2008. Mais il y a aussi un message qui est assez simple. C'est que on peut penser, dans tous les cas, c'est ce qu'on nous dit, qu'un certain nombre de personnes ne sont pas venues voter parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous ou que la politique sociale leur déplaît. Donc ce raisonnement-là, il est valable au premier tour puisqu'il n'a pas beaucoup de conséquences. Mais au second tour, l'idée de s'abstenir pour faire élire la droite, qui pour le coup personne ne va prétendre que sur le plan social, c'est là qu'on va trouver des solutions, j'attire l'attention de chacun. Je prends un seul exemple, on a eu des débats à l'Assemblée nationale. On peut ne pas être d'accord avec la réforme des retraites qui a été faite par ce gouvernement. Mais enfin, quand on ajoute la pénibilité, que nous on maintient l'accès à 62 ans à l'âge de la retraite, en face on a quoi? On a une droite qui dit non, c'est 65 ans. Là on a signé hier le décret qui pour les personnes qui travaillent à temps partiel permet de valider un trimestre à partir de 150 heures. Vous dites, tout ça, ce sont des choses qui doivent être prises en considération. Vous dites à vos électeurs, bah, ça va, on a bien compris, on a reçu la gifle, hein, c'est pas la peine de nous en mettre une deuxième dimanche. C'est ça que vous leur dites. C'est une image, mais on peut résumer comme ça. On peut la résumer comme ça. Selon Bruno Le Roux, le patron des députés PS, François Hollande estime que cette gifle du premier tour est une forme d'injustice. C'est une forme d'injustice pour vous? Vous savez, les électeurs sont jamais injustes. Ah. Les électeurs, bien sûr que nous, ça ne nous paraît pas fondé. C'est peut-être injuste pour les maires sortants qui ont subi le contre-coup d'un mauvais jugement de la politique. Oui, c'est normal, ils ont toujours ce sentiment-là, mais enfin, quand on a un engagement politique, il vaut pour sa globalité. Donc, il peut y avoir ici ou là un sentiment d'injustice. Mais le suffrage universel n'est jamais injuste. Vous appartenez à un gouvernement qui n'est pas professionnel, pas suffisamment professionnel. C'est Harlem Désir qui le dit. Comment est-ce que vous réagissez? Écoutez, je sais pas ce qu'il a comme qualité de grand témoin pour juger de ça. On peut toujours s'améliorer, il faut avoir beaucoup d'humilité dans la façon dont on dirige les affaires de l'État. Et de ce point de vue-là, pas l'intention de donner des leçons à qui que ce soit. Ce que je veux dire quand même, parce que je suis témoin, je suis en relation avec tous les ministres et souvent compte tenu de ma fonction, c'est que franchement, tous travaillent beaucoup, sont très engagés sur leur ministère, le font avec conviction. Donc là, il y a une forme d'injustice, vous le dites. Il y a une appréciation, mais je prends ça comme un encouragement. D'accord. Et le héros bashing, là, amplifié par des ténors même du Parti Socialiste, il vous choque? Quel ténor? On peut quand même... Alors, je vais peut-être... Vous allez me dire que Malek Boutine n'est pas un ténor. C'est votre appréciation, c'est pas la mienne. Mais on a entendu Jean Glavany aussi, par exemple. Hein, Ça a été un ténor. On a entendu Bertrand Delanoë parler d'une claque pour le gouvernement. C'était différent, il ne mettait pas en cause les personnes. Il n'a pas mis directement en cause les personnes. Je préfère l'appréciation qui est faite en général et qui est juste, au-delà, ce qui n'est pas supportable, c'est les attaques personnelles. Attaquer un homme, on a mené cette politique, le président de la République a été élu sur une ligne politique, on a mené cette politique avec un Premier ministre qui jamais n'a failli à sa tâche, à la solidarité, qui toujours a été pour essayer de dégager des consensus avec les groupes parlementaires, qui a été très présent dans le dialogue. Et moi, je trouve qu'il peut y avoir des décisions qui ne relèvent pas évidemment de l'appréciation des ministres, mais uniquement du président de la République. Mais ça peut se justifier pour des raisons politiques, pas pour des raisons personnelles. Alors on se dit que l'impulsion, même le choc nécessaire passe par un changement de tête à Matignon. Mais ça, c'est votre appréciation. Est-ce qu'elle sera partagée par le président de la République? Je ne sais pas. Vous savez, ce n'est pas une règle absolue. Pour reprendre votre expression, la droite a pris une gifle à peu près comparable en 2008. Il me semble que M. Fillon est resté Premier ministre, donc vous voyez, il n'y a pas de règle absolue. Ils avaient même pris déjà une gifle en 2004, et M. Raffarin était Premier ministre. Alors ceux qui aujourd'hui vont sur les plateaux en disant il faudrait presque qu'il démissionne avant le deuxième tour, il faudrait peut-être un peu de sagesse, de sérieux. Est-ce que pour vous, le maintien de Jean-Marc Ayrault à Matignon est une hypothèse crédible?
Oui, c'est une hypothèse crédible. Le président de la République n'a pas dit qu'il allait changer de Premier ministre, il n'a pas non plus dit qu'il allait le confirmer, c'est sa décision. Mais voilà, le héros-bashing n'a aucun fondement. Il peut y avoir d'autres raisons qui justifient la décision du président, et dans tous les cas, elle lui appartient et à lui seul. Et tous les autres commentaires me semblent inutiles, superflus et, à vrai dire, parfois assez désagréables par rapport au Premier ministre. D'accord. En tous les cas, il y a un trio dont on parle, c'est Manuel Valls, Laurent Fabius, Claude Barthelone, qui est candidat déclaré à Matignon. Que pensez-vous de ces hypothèses? On n'est pas candidat à Matignon, voilà. Donc tous ceux qui pensent être candidats à Matignon, ils sont candidats à rien. C'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Donc les candidatures ne servent à rien et c'est le président qui décidera. Est-ce que l'entrée au gouvernement de Martine Aubry, si c'est possible, serait un bon signal envoyé aux électeurs de gauche, selon vous, Alain Vidalis? Écoutez, si la réponse est est-ce qu'il faudrait que, évidemment, que des personnalités comme ça, tout le monde souhaite qu'elles soient à nos côtés, mais Martine Aubry a répondu que c'était pas dans ses projets aujourd'hui, qu'elle est dans la bataille pour l'île. Donc on a à la fois la question et à la fois la réponse. Et Ségolène Royal, elle est candidate, elle est partie. Mais moi je ne vais pas, c'est pas de ma compétence et je ne vais pas faire ce casting que j'ai observé et que ça risque de vous occuper encore pendant un certain nombre de jours. Mais pas plus beaucoup là maintenant apparemment. Ça peut aller très vite, pensez-vous, dès le lendemain ou le surlendemain du second tour des municipales? Mais ça, je n'en sais rien. Je vois que vous faites des pronostics. D'abord, ça fait longtemps. Mais oui. Il semble que vous approchiez de la vérité. Oui. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est un point. Jean-Pierre Raffarin était à votre place hier pour ce preuve par 3. Il a estimé que le responsable de la montée du Front National, c'était le Parti Socialiste, en raison de ses échecs. Que lui répondez-vous? Je pense qu'il est plus inspiré d'habitude. Et que là, c'est probablement l'énervement d'avant le second tour qui le conduit à de telles excentricités sur le plan intellectuel. La montée du Front National, elle a aussi eu lieu, sauf à vraiment être une mauvaise foi totale, sous les gouvernements de droite. Et elle obéit à d'autres raisons. Et puis sur le plan idéologique, c'est pas nous qui avons créé un ministère de l'identité nationale. C'est pas nous qui avons essayé avec M. Buisson de mener, M. Sarkozy, de mener une campagne pour les élections présidentielles où on se demandait où était le Front National, où était l'UMP, avec des propos qui dépassaient, je dirais, le cadre normal de l'expression d'un parti républicain de droite. Et ça vous inquiète, le fait qu'il y aura plusieurs villes Front National dimanche soir? Bien sûr. Moi, je considère que ce n'est pas un parti républicain, je le dis très clairement. Donc, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est un parti démocrate puisqu'il peut participer aux élections, mais je pense que ses propos, la République, c'est l'égalité, la liberté, la fraternité. Et la fraternité, c'est pas l'exclusion d'une partie de la population, c'est pas la stigmatisation d'une partie de la population. Et je pense que ça reste un parti à part parce qu'il ne répond pas aux exigences aujourd'hui de ce que doit être la République. Donc, mais vous partagez l'opinion de Cécile Duflot qui, lors du Conseil des ministres, ce mercredi matin, a expliqué que l'ampleur du vote Front National en fait traduisait une exaspération sociale. Je ne sais pas si ça peut se résumer à cela. Je crois que c'est quand même un peu plus compliqué. Je pense que c'est une question de peur. Je veux dire, ce sur quoi joue l'extrême droite, qui n'est pas une création uniquement là, de 2014. Il y a eu des périodes de notre histoire dans lesquelles des partis de ce type-là, populistes, ont pris de l'ampleur. Et toujours en surfant sur l'inquiétude des gens, la peur de l'autre. Ici, c'est quoi? C'est la peur de la mondialisation, c'est la peur, la perte d'identité, c'est la peur de l'autre, la peur de l'autre culture, la peur de tout. On ne fait pas une société en ayant peur de tout et en ayant peur des autres. C'est pour ça que ce parti-là, il mène complètement dans l'impasse, dans la division en France. On ne peut pas se rassembler sur des valeurs qui reposent sur l'exclusion. Alors le message, que le message du premier tour a été entendu, c'est ce qu'on a compris de vos propos jusqu'à présent, Alain Vidalis, et on annonce plus de justice sociale. Alors sous quelle forme? Peut-être que vous allez pouvoir nous le dire maintenant, vous allez pouvoir répondre aux questions de Karine Perret de l'agence France Presse, mais il faut quand même rappeler que François Hollande a un agenda bien défini pour les semaines et les mois qui viennent, entre le pacte de responsabilité et puis également le programme d'économie budgétaire, 50 milliards d'euros sous l'œil de Bruxelles. Les explications tout de suite. Pacte de responsabilité, plan d'économie de 50 milliards, maîtrise des dépenses publiques, c'était l'après-municipal promis par François Hollande. Mais comment demander ces efforts aux Français sans en rajouter dans la colère des électeurs de gauche?
Pour certains députés, il faut que le président corrige à nouveau son cap, celui fixé lors de sa conférence de presse le 14 janvier dernier. La politique que nous menons n'est pas la meilleure, elle n'est pas équilibrée, elle ne prend pas suffisamment en compte les attentes, par exemple, des ouvriers, des employés. Mais voilà, le gouvernement subit aussi la pression de Bruxelles. Et l'agenda est déjà bien tracé. La France, placée sous surveillance renforcée par la Commission européenne, n'a plus qu'une année pour ramener son déficit public à 3%. Et elle doit présenter à Bruxelles les détails de son pacte de stabilité le mois prochain. Alors à Bercy, on annonce les comptes désastreux pour la France. Pour le gouvernement actuel, le débat est donc clos. Et pour le ministre Michel Sapin, économiser 50 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est l'intérêt supérieur de la France. Voilà donc pour ce rappel signé Jérôme Bonnard avec nous, Karine Perret. Bonsoir Karine. Vos questions. Bonsoir, au ministre, un avis d'Alice. Donc plus de justice sociale concrètement, quel geste fiscal pourriez-vous faire ? Je pense que vous avez fait presque toute la totalité de la question et de la réponse. Le champ peut être effectivement le champ fiscal, mais aucune décision n'a été prise. Ça veut dire, c'est un peu la suite d'une réforme qui a été lancée d'ailleurs par le Premier ministre, une réforme de la fiscalité des ménages. Il y a du travail qui se fait aujourd'hui dont on ne peut pas donner les conclusions. Ça veut dire que cette réforme-là reste d'actualité. Mais on pourrait annoncer des mesures ou quelques grandes lignes avant le deuxième tour pour dire qu'on a compris le message des urnes le dimanche dernier ? Oui, mais l'idée, c'est d'avoir une déclaration de politique qui parlera à la fois du pacte de responsabilité, des économies, de la trajectoire des finances publiques. L'après-deuxième tour. Oui, mais c'est l'inverse de la démagogie. Je ne veux pas venir ici dire les choses. Le plan, c'est la totalité, c'est équilibré, ça sera annoncé par le président de la République et il y aura une question, enfin la responsabilité du gouvernement sera engagée par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Vous nous précisez la nature de l'intervention que fera le chef de l'État à l'issue du second tour, monsieur Je ne sais pas si son intervention portera sur le détail de ce dont on parle, mais dans tous les cas, c'est une question de jours, puisque vous l'avez vous-même rappelé, il y a une échéance à fin avril, il y a la trajectoire des finances publiques vis-à-vis de Bruxelles, donc chacun sait qu'il y aura probablement d'ici fin avril, dans tous les cas, l'engagement de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et que cet engagement de responsabilité, il se fera sur le pacte de responsabilité, mais aussi sur l'ensemble des Oui, mais alors la question de Karine, c'était avant. Rien d'ici dimanche, parce que ce matin, on a entendu au Conseil des ministres Najat Vallaud-Belkacem nous dire que avant le deuxième tour, les choses allaient être entendues. Non, entendu, ça veut dire qu'on s'engage à tirer les conséquences de ce que disent les électeurs. Mais une élection, c'est 2 tours. Et franchement, faire des annonces entre les 2 tours... Ce serait démagogique, vous dites ? Bah oui, enfin très honnêtement, je trouve que ça serait assez malvenu. Et dans tous les cas, ce n'est pas la conception de la politique du président et du Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'on a envie de savoir quand même ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir annoncer pour les... Je viens de vous dire, je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui ce que le président de la République et le Premier ministre diront dans quelques jours, naturellement. Est-ce que c'était une erreur, par exemple, de supprimer les mesures sur la défiscalisation des heures supplémentaires ? C'était un choix. On peut en débattre, mais c'était un choix. Est-ce que dans un pays qui a 3 millions de demandeurs d'emploi, c'était intéressant de dépenser 4 milliards par an pour permettre à ceux qui avaient déjà un travail de continuer à faire des... Enfin, la mesure fiscale que vous annoncez pour les foyers les plus modestes, elle coûtera beaucoup plus cher, peut-être 10 milliards d'euros. Hein. Je vous parle de politique de l'emploi. Nous avons fait un transfert de ces sommes-là, puisque c'est à peu près le coût, pour la création de 100 000 la première année, 150 000 cette année, sur les emplois d'avenir pour les jeunes. Si aujourd'hui on a une maîtrise, une diminution depuis 9 mois du chômage des jeunes, c'est parce que ce gouvernement a mené une politique volontariste, largement d'ailleurs critiquée par la droite. Mais ces 150 000 jeunes, 110 000 aujourd'hui, 150 000 demain. Vous parliez tout à l'heure, et avec juste raison, de ces nouveaux chômeurs, 30 000 qui sont dans la difficulté. Mais ces 150 000-là, on peut aussi dire en face qu'ils ont peut-être retrouvé, je dirais, un peu d'espoir dans la vie grâce à ce qu'on a mis en œuvre. Alors pour l'après-second tour, donc François Hollande devrait s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que plus largement, il doit ou est-ce qu'il peut, est-ce qu'il en a les moyens, vu les contraintes budgétaires, Bruxelles, changer quelque chose sur le pacte de responsabilité, sur le cap qui s'est fixé le 14 janvier ?
Beaucoup de socialistes le pressent de le faire, lui disent il y aura un avant et un après municipal, il faut changer quelque chose. On a le syndicaliste Édouard Martin qui le dit aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense que le problème qui existait avant les élections municipales, il existe toujours après. Donc ce problème, il est lequel? C'est qu'aujourd'hui, la France a un problème de compétitivité et que la France a un problème de déficit du commerce extérieur. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a une sorte de double peine qui s'applique à nous. Pourquoi? Parce que nos principaux partenaires, notamment l'Allemagne, et l'ensemble de la zone euro, est positif sur le plan du commerce extérieur. Et c'est parce que c'est positif que l'euro est fort. Nous, on a à la fois un déficit important et on supporte le coût de l'euro. Et personne ne peut s'exonérer de cette difficulté. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question du coût du travail. Il faut absolument, dans ce pays, que l'on retrouve des éléments de compétitivité. Et ceux qui opposent, j'entends ces discours, ceux qui opposent la politique de l'offre avec la question de une politique de la demande, c'est-à-dire la relance par la consommation. Il peut y avoir un arbitrage intermédiaire et la question peut se poser, mais ce n'est pas une autre politique ou une politique alternative, parce que personne ne peut s'exonérer de la question sur la compétitivité. Et ensuite, vous savez, quand on est arrivé, on a trouvé un pays qui avait, sur les 10 dernières années, perdu 700 000 emplois industriels. Chacun comprend aujourd'hui. Si vous remettez, si vous relancez la consommation... Il faut s'attendre à quoi après? Parce que ça va être donc le statu quo sur ces questions-là. C'est pas le statu quo. Vous avez déjà aujourd'hui, on l'a vu, j'ai parlé du coût du travail, 20 milliards du CICE qui vont maintenant rentrer dans les comptes des entreprises pour favoriser l'investissement. Les 10 milliards, on discute avec les entreprises. Vous avez vu au départ, il y avait l'idée, est-ce qu'il faut d'abord baisser toute la cotisation des allocations familiales ou est-ce qu'on garde le CICE plus 10 milliards? Est-ce qu'on va d'abord sur les bas salaires ou est-ce qu'on va sur la compétitivité? Il y a un vrai débat, parce que si on va sur les bas salaires, c'est plus une mesure emploi. Ça, c'est aujourd'hui en train d'être débattu, y compris avec les chefs d'entreprise. La gauche vous a reproché, une partie de la gauche, de faire des cadeaux au patronat. On a même entendu le patron de la CGT dire le vrai Premier ministre, c'est M. Gattaz. Et là, est-ce que vous allez corriger donc le pacte de responsabilité? Est-ce que vous allez réorienter, ajouter, je ne sais pas, un volet social ou environnemental au pacte de responsabilité? Les cadeaux au patronat, ça serait sur le plan fiscal. Quand on donne aux entreprises la possibilité d'investir, quand il y a des investissements, ça veut dire qu'il y a des salariés derrière. On aide l'entreprise. Une entreprise, c'est pas que les patrons, c'est aussi les salariés. Et donc, je pense que c'est une vision qui n'est pas acceptable. Nous sommes obligés d'avoir une politique d'investissement. Est-ce qu'il y aura le volet contrepartie à ce pacte de responsabilité? Est-ce qui sera plus important sur le plan social, sur le plan écologiste, comme le réclament les écologistes qui sont sortis renforcés de ces élections? Sur la transition écologique, vous savez que c'est un engagement pris par le président de la République. C'est un texte de loi qui va venir devant le Parlement, je peux vous le dire, à l'automne. Et j'ajoute qu'il y a une donnée particulière et nouvelle sur la question de la transition écologique. C'est ce qui se passe dans l'affaire de l'Ukraine. Puisqu'en réalité, l'une des décisions qu'on va être obligé de prendre, c'est de réduire notre dépendance à la Russie, et donc notre dépendance au gaz, et que cette question, la transition énergétique, écologique, devient aussi une question géostratégique. Au vu des résultats des municipales, quels sont pour vous vos pronostics pour les élections européennes? Est-ce que le PS risque d'être relégué au plan de deuxième, troisième, quatrième parti de France? Je ne veux pas faire de pronostic. Je comprends qu'il y a une inquiétude pour le PS dans votre interrogation. Elle est bien légitime. Et en même temps, ça a un lien avec notre débat. Et c'est venu naturellement. Je vous remercie de l'avoir posé à ce moment-là. Au fond, c'est là qu'est la vraie question sur les choix d'orientation. Soit ces élections européennes vont se transformer dans des élections pour ou contre l'Europe. Et là, c'est le Front National qui va gagner. Puisqu'au fond, je vous l'ai dit, c'est un parti dont l'idéologie repose quoi? Sur la peur des gens, la peur de tout, la peur de l'Europe, la peur de l'autre. On va se renfermer. Autant de choses qui conduiraient à une catastrophe sur le plan économique. Mais bien sûr. Il est bien parti pour arriver premier et être non plus la troisième force politique, mais la première. On a perdu que les batailles qu'on ne mène pas. Les élections, c'est le 25 mai. Il faudra parler d'Europe. Beaucoup parler d'Europe. Et expliquer qu'il n'y a pas qu'une seule Europe. Il y a aujourd'hui des difficultés en Europe. Il y a des difficultés de croissance en Europe. Mais parce que
il y a une commission qui est quand même de droite, parce qu'il y a une majorité de droite au Parlement européen, et que la question que la France puisse trouver dans une autre majorité en Europe la possibilité d'accompagner la reprise et donc d'accompagner le choix de la croissance que l'on fait aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental. C'est pas la même chose. Oui. C'est pas la même chose d'avoir M. Barroso qui dirige l'Europe ou d'avoir Martin Schulz. Et c'est ça qu'il va falloir faire comprendre aux gens. Il y a un vrai choix politique tout aussi important que le choix qu'ils font pour les élections municipales, parce que ça concerne leur vie quotidienne, pour les élections françaises, parce que la question européenne, c'est pas renvoyé à des commissaires. Est-ce que les électeurs ne vont pas vouloir à nouveau sanctionner le gouvernement au mois de mai? Pourquoi Vous savez, je ne veux pas interpréter leur vote, l'électeur a toujours raison, c'est de notre responsabilité, c'est de la pédagogie, c'est de la politique, et ce que je viens d'expliquer, bien, je pense qu'il faudra aller l'expliquer partout, parce que vraiment, si les gens se mettent à voter pour ou contre l'Europe, alors effectivement, imaginez ce qui va se passer quand même. Si on a un Parlement européen qui est constitué de gens majoritairement hostiles à l'Europe, parce que ce dont on parle, ici on parle du Front National, mais enfin tout le monde sait qu'il se passe à peu près la même chose dans les autres pays européens, la montée des nationalismes. Alors on me dit, mais l'histoire ne se répète pas. Moi je préfère être prudent dans ces cas-là. On a un grand projet européen qui pourrait être, ce projet, remis en cause par des gens qui ont une vision qui est uniquement de faire de l'Europe un grand marché. C'est ça le fond de l'affaire. Et les gens, ils veulent l'Europe, parce que c'est un choix politique, mais ils ne veulent pas que l'Europe, ce soit uniquement un grand marché. Nous non plus, mais c'est ce choix qu'ils feront le 25 mai en votant. Et vous aimeriez par exemple que la Commission européenne desserre les taux budgétaires pour ne pas favoriser ces votes populistes partout en Europe ? Par exemple, mais ne serait-ce que de modifier les normes comptables. Par exemple, si on sortait des déficits, des investissements qui sont des investissements d'avenir, chacun le comprend et il n'y aurait aucun risque. Voilà des mesures, mais ça fait la différence entre la vision étroite, comptable qu'impose aujourd'hui cette commission et ce que nous demandons avec tous les socialistes européens. Chez les socialistes français, on a l'impression que le feu couve, certains se retiennent, mais la marmite est prête à exploser. Après dimanche, est-ce que vous craignez un grand déballage, la curée? Écoutez, vous devez être plus renseigné que moi. Non, mais on en a entendu déjà beaucoup s'exprimer. On a entendu quelques personnalités qui, quand même, entre nous, sont quand même coutumières du fait. Donc, oui, mais aussi des élus qui font leurs petits calculs, qui vont voir qu'ils ne seront plus réélus dans 3 ans, qui... Vous n'avez pas d'inquiétude pour l'adoption, le vote qui aura lieu sur le pacte de responsabilité, vous n'avez pas d'inquiétude? Moi je suis ministre des Relations avec le Parlement, je suis pour le respect des parlementaires, le gouvernement aussi, et le Premier ministre est très attaché. S'il y a un travail de conviction, de discussion, il aura lieu. Ce gouvernement n'est pas fermé à entendre sa majorité, ce qui devrait être dit. Mais ce ne sera pas une marmite qui va exploser, ce sera une discussion sur qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez ressenti les choses, mais le gouvernement parlera aussi pour dire... Oui, mais on n'entend pas que l'aile du parti dire il faut un peu revoir la ligne tracée par le président de la République, on en a marre, qui vont de plus en plus... Nous aurons probablement ce débat. En même temps, tout ce que j'ai dit... Tout ce que j'ai dit, moi je suis confiant, ça va pas tanguer, ça va débattre. C'est une bonne chose. Le Parti socialiste est un parti de débat. Karine rappelait il y a un instant que les écologistes, finalement, sont la seule force politique à sortir gagnant des municipales dans l'attelage gouvernemental. Est-ce que ça va leur donner des droits supplémentaires au sein du gouvernement? Le mot attelage est quand même un peu péjoratif. Dans l'alliance gouvernementale. La majorité gouvernementale. La majorité présidentielle. Est-ce qu'ils auront un troisième ministère? Est-ce qu'ils peuvent prétendre au ministère de l'Environnement? Écoutez, les problèmes dont on vient de parler. Est-ce que vous pensez que la solution à tout ça, c'est de savoir s'il faut un troisième ministre vert ou pas? Pour eux, j'ai l'impression que ça compte. Franchement, j'ai plus de respect pour eux que vous. Alors. Non, mais c'est légitime en même temps. C'est tout à fait légitime. Dans une prochaine architecture... ça ne se présente pas comme ça. C'est le contenu, c'est le fond. Il va y avoir des débats, y compris eux, dans le débat, avancent leurs arguments. Oui, c'est pas... Je veux dire, c'est pas une discussion d'épicier. Franchement, si vous aviez raison, vous iriez dans le sens de ceux qui se sont abstenus. Je pense qu'il faut affirmer une autre idée de la politique. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, en tous les cas, la composition du gouvernement, du futur gouvernement, elle est dans toutes les têtes. C'est bien normal. C'est dans toutes les têtes, pas seulement des journalistes. Est-ce que vous verriez un gouvernement avec une architecture complètement différente, des pôles, des grands pôles de responsabilité avec des ministres et des secrétaires? C'est un débat qui est posé. Je pense qu'il est entre les mains du président. Je veux juste lever d'une phrase un faux débat. Je lis souvent
que tel grand pays à côté de chez nous a 18 ministres et qu'on en a 37, tout ça est faux. Hein. Ils ont 18 ministres, mais il y a 25 secrétaires d'État. Donc les gouvernements resserrés, ça n'existe pas vraiment. Maintenant, si le président peut choisir un autre périmètre, il y a effectivement une expérience de ces 2 années qui peut conduire à ce genre de réponse. Merci Karine. Allez, avant d'accueillir Perrine Tarnaud, je vous propose maintenant, Monsieur le ministre, d'aller voir les efforts que mène un des vôtres, un candidat PS, pour tenter de mobiliser pour le second tour. On est à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, là, face au maire sortant UMP Claude Capillon, qui est arrivé largement en tête. Le candidat PS donc arpente les quartiers populaires où l'abstention dépasse allègrement les 50%. Julien Cholin. Ce soir, les troupes socialistes se lancent à la reconquête des quartiers populaires. Ici, au Pré-Gentil, l'abstention a atteint 55% en moyenne. Pour mobiliser, la ligne de l'opposant numéro 1 au maire Claude Capillon est claire et nette. On ne rentre pas dans la discussion de la politique nationale, etc. On dit aux gens que le message est bien passé au niveau du gouvernement. Le message est bien passé, il y aura des choses. Là, on est sur le local. Hein. Le message est passé, le vote sanction a bien été entendu. Alors, une fois la porte ouverte, place aux enjeux locaux. Bonjour madame. Bonjour. Les trottoirs, les sens interdits, les bus municipaux, tout y passe. Autant parfois parler du quartier peut convaincre. Ça soit la droite, la gauche, pourvu qu'on a quelque chose. Hein. Autant pour d'autres, la pilule ne passe pas. Vous comptiez aller voter Non. Non. Non, pas du tout. Pourquoi Parce que depuis les présidentielles, en fait, j'étais un petit peu déçue. Par rapport à ça, je me suis dit, si au niveau des présidentielles, on ne peut rien faire. Alors... Je pense que François Hollande a quand même compris le message et que dans les semaines à venir, il va y avoir vraisemblablement des choses qui vont changer. Mais maintenant, il s'agit de changer la vie dans la ville. Voilà. Faire campagne en parlant remaniement, décidément l'impopularité du président pèse lourd. Ce qui a été catastrophique, hein, et je le dis sans retenue, c'est la communication faite par le gouvernement. Que la gauche fasse entrer des gens modestes dans l'impôt qui n'y étaient pas avant, c'est très très difficile de leur faire comprendre que ça c'est la gauche qui doit le faire. Au pied des immeubles, une quinzaine de jeunes interpellent le candidat. Aucun n'accepte d'être filmé. Ici, c'est la rancœur qui domine. Eux aussi ont voté François Hollande en 2012. Depuis, rien n'a changé. Alors cette fois, ils n'iront pas voter. Pourtant, dans le local du quartier, peut-être le signe qu'ils attendent encore quelque chose de la politique, cette petite photo du maire Claude Capillon, scotchée au drapeau du PSG. Voilà, et il y aura une quadrangulaire à Rosny-sous-Bois dimanche, donc avec les listes de l'UMP, le maire sortant Claude Capillon, du PS qu'on a vu Philippe Vacchieri, du MoDem Pierre-Olivier Carrel et du Front National Daniel Bousseler. Perrine Tarnaud est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Vos questions à Alain Vidalis. Bonsoir Alain Vidalis. Je vous ai trouvé assez optimiste tout à l'heure. Vous n'avez pas peur du grand défouloir lors de la rentrée parlementaire et lors des réunions de groupes, des groupes socialistes ici au Sénat et puis évidemment aussi à l'Assemblée nationale. Quand même, vous ne sentez pas cette amertume, même cette panique chez certains élus locaux qui ont peur de perdre leur siège, parce que là c'était les élections municipales, mais derrière il y a les régionales. Il y a d'autres midterms qui vont être importantes, sans parler des sénatoriales en septembre prochain. Le combat politique, il ne s'arrête pas, même après une défaite. On parlait tout à l'heure de 2008. La droite avait connu une défaite considérable. Nous-mêmes, en 93, c'est la pire défaite qu'on ait connue. On a regagné en 97 les élections. Moi, je pense qu'il va y avoir un débat, et c'est bien normal. Et en plus, on en a besoin, puisque les parlementaires, notamment, sont ceux qui sont sur le terrain. Et donc, ce sont des interlocuteurs privilégiés pour le gouvernement. Il va beaucoup plus loin que sur le résultat des élections municipales. Il va aussi sur le cap fixé par ce gouvernement ou le prochain gouvernement. Oui, mais on discutera. Et la ligne du président de la République. Oui, qui a été élu sur cette ligne-là. Et on va... qui visiblement n'est pas comprise sur le terrain. Oui, mais il y a des explications à donner. J'entendais votre reportage. Notre candidat dit ne comprend pas pourquoi des personnes ayant des faibles revenus sont rentrées dans l'impôt. Pourquoi on assumerait ça? Ça, c'est une question qui, quand on écoute les élus sur le terrain, revient tout le temps. Oui, et alors, c'est quand même assez simple de répondre qu'il y a deux mesures qui sont à l'origine de ça, qu'on n'a pas pu remettre en cause, qui sont, un, le gel du barème de l'impôt pour 2 ans quand on est arrivé au pouvoir alors que les caisses étaient vides, et la suppression de la demi-part pour les veuves qui a été prise avant. Et donc quand on est arrivé... C'est la faute du gouvernement précédent aussi. Ah non, mais quand vous arrivez que c'est... Non, mais
entre assumer ce qu'on a décidé nous et assumer les conséquences de ce qu'ont fait les autres, il y a quand même une marge. Donc on peut répondre ça aux gens, d'autant plus qu'ils peuvent nous dire à ce moment-là, oui mais vous aviez qu'à le remettre en cause. Sauf que non seulement ils l'avaient fait, mais qu'en plus les caisses étaient vides. Voilà, et donc ça c'est toute la difficulté de ce à quoi on a été confronté, mais je peux l'expliquer assez simplement aux gens aussi. Est-ce que vous-même vous avez pris un coup sur la tête dans votre département des Landes? Moitié-moitié, j'ai envie de dire. Il y en avait un espoir de reconquête sur la ville chef-lieu, ça s'est pas bien passé. À Mont-de-Marsan. Et en même temps, voilà, mais c'était la droite qui était sortante. La droite a été élue dès le premier tour. Hein. Oui, la droite était sortante, il y avait une seule liste de droite, elle a été élue au premier tour. En même temps, la ville de Dax qu'on a pris, la deuxième ville qu'on a pris en 2008, et donc pouvait normalement apparaître comme étant en danger. Notre candidat Gabriel Belloc a fait un excellent score et je pense qu'il sera élu. Est-ce que vous avez été vous-même surpris par l'ampleur de ce vote sanction dimanche soir, que personne n'avait vraiment vu venir, pas les sondeurs en tous les cas, ni vous, les responsables, ni même le président de la République. Vous êtes convaincu que c'était un vote local. Oui, c'est l'ampleur de l'abstention. C'est l'ampleur de l'abstention qui, c'est-à-dire ce qu'on appelle le différentiel d'abstention, c'est-à-dire l'électorat de droite est forcément mobilisé, et depuis 2012 il attend que ça, venir voter contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à la gauche. Donc il l'a fait, il n'y a rien à dire, et l'électorat de gauche, mais comme ça s'était passé dans toutes les élections intermédiaires, sauf que ça a été probablement un peu plus marqué. Voilà, c'est tout, mais c'est pas non plus une surprise totale. L'ampleur, oui. L'ampleur est une surprise quand même. Il y aura les européennes, on en a parlé tout à l'heure, les élections sénatoriales. Ici, on a vu au Sénat tout le monde sortir à nouveau sa calculette, et beaucoup, dont Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre qui était hier sur notre plateau, le disent maintenant à droite, il y a une possibilité d'alternance en septembre 2014 au Sénat. Vous y croyez? À partir du moment où il y a des élections, il y a toujours une possibilité d'alternance. Je ne vais pas faire des pronostics d'abord. Moi, j'invite tout le monde peut-être à attendre le deuxième tour. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que la droite triomphe comme si on distribuait les prix. Écoutez, M. Raffarin vient ici et il tire pour les élections sénatoriales des conséquences à partir du premier tour des élections municipales. Vous savez, il tire un peu vite, vous dites. Un peu suffisant, probablement, quand même. Aux Jeux Olympiques, on ne donne pas les médailles à la mi-temps. Jean-Pierre Raffarin, on va l'écouter aussi. Il a eu des mots assez durs concernant le gouvernement, sur l'attitude du gouvernement vis-à-vis du Sénat. Écoutez l'ancien Premier ministre. Ce qu'il faudra à le moment venu, c'est qu'on ait une stratégie, au fond, pour sauver le Sénat, pour rénover le Sénat, pour changer le Sénat. Sauver le Sénat. Mais bien sûr, on voit bien que le Sénat est en cause aujourd'hui. Le gouvernement le marginalise. On a le sentiment qu'il y a une forme d'absence. Il n'y a pas de majorité, surtout au Sénat. Mais oui, mais ça, c'est pas notre fait. C'est parce qu'il y a eu un partage du pouvoir qui n'a pas correspondu à un partage du projet. Alors, quelle est votre réaction? Il y a un mépris du gouvernement vis-à-vis du Sénat? M. Raffarin est en campagne électorale pour la présidence du Sénat, mais enfin... non déclaré. Oui, mais enfin, avant de s'occuper de la gauche, je pense qu'il faudra d'abord qu'il s'occupe de ses propres amis. Alors que l'argument qui consiste à dire ce gouvernement est hostile au Sénat, non mais très honnêtement, moi je suis là toutes les semaines, il y a des bons débats au Sénat. Mais ce qu'il dit dans la suite de son intervention est assez intéressant. Il dit qu'il y a eu un partage du pouvoir ici au Sénat, mais il n'y a pas de partage du projet politique entre vous, les socialistes, les Verts ou encore les communistes. C'est surtout pas vous n'allez pas découvrir qu'on n'a pas de majorité ici au Sénat, c'est clair. Non, moi je ne le découvre pas. Voilà. Donc c'est une réalité qui explique qu'un certain nombre de textes ont été refusés, mais il y a procès à faire à personne. Pas à la droite, qui fait son travail, pas au groupe communiste, qui est fidèle à ses convictions, et donc ensuite la procédure se déroule. Mais vous savez, des lois très importantes sont passées en premier au Sénat. Ça n'a pas toujours été facile à l'Assemblée. Quand j'ai annoncé que la loi de programmation militaire, qui est importante pour des parlementaires, elle serait d'abord examinée au Sénat, à l'Assemblée, on m'a dit, pas l'inverse ici, on m'a dit quand même, c'est donner au Sénat un rôle important. Non, nous sommes pour le bicamérisme, très clairement. Nous ne sommes pas favorables à la spécialisation du Sénat comme étant la chambre des collectivités locales, pour être très clair, et nous reconnaissons sa spécificité. Donc ça, c'est pour la réponse à Jean-Pierre Raffarin. Maintenant, sur le calendrier des semaines à venir, le calendrier parlementaire, est-ce que dans ce calendrier, eh bien, on va voir l'urgence économique, sociale marquée dans les semaines à venir? Par exemple, sur le pacte de responsabilité, est-ce que ça va venir à l'Assemblée nationale vers le 15-16 avril, vote de confiance, comme c'est annoncé? Je vous remercie de ne pas avoir précisé l'heure en plus. Parce que, non, mais vous allez peut-être nous la donner, vous. Voilà. Non,
ce ne sera pas dans le courant du mois d'avril, je ne sais pas exactement à quelle date, le président le dira. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines de séance. Donc vous avez la réponse, mais je ne sais pas ni quel jour, mais ça sera là. Donc ça n'a pas d'importance. Donc il y aura une déclaration à l'Assemblée avec l'engagement de responsabilité sur le fondement de l'article 49.1 de la Constitution. D'accord. Très bien. Bon, est-ce qu'il faut mettre au rencard toutes les réformes sociétales et sont consacrées sur l'économique et le social? Bien sûr je sais pas, je vous pose la question. Bien sûr que non. Là aussi, ce sont des faux débats. Pourquoi faudrait-il faire des choix entre le social et le sociétal dans une politique? Une politique, c'est un tout, et il y a des textes qui Vous n'avez pas l'impression que, par exemple, dans le résultat du premier tour de ces municipales, eh bien, peut-être que le mariage pour tous a finalement laissé des traces dans l'opinion? Ça a mobilisé l'électorat de droite, c'est clair. Enfin, l'électorat de droite. Je ne veux pas être restrictif. L'électorat de droite hostile à ce texte. Mais peut-être fallait-il que l'électorat de gauche, qui est favorable, justement, considère qu'il fallait qu'il se mobilise aussi pour soutenir ces réformes importantes. Donc au Parlement, d'ici cet été, il y aura des débats sur la prostitution, sur la fin de vie? Sur la prostitution, c'est prévu. Sur la fin de vie, c'est pas prévu avant la fin de l'été pour répondre, avant les vacances pour répondre très précisément. Le président avait dit que probablement on déposerait un texte, puisqu'on attend un certain nombre d'avis, avant la fin de l'année de 2014. D'accord. Un mot peut-être sur la visite en France du président chinois. Est-ce qu'au nom des intérêts économiques, il faut mettre de côté toutes les questions sur les droits de l'homme? Il ne faut pas les mettre de côté. Je pense que quand le président de la République est allé... Donc elles vont être abordées là pendant la visite? Écoutez, vous savez très bien comment ça se passe. Elles sont forcément abordées dans des discussions qui sont des discussions de chef d'État à chef d'État. Mais elles n'ont pas... la France n'a pas décidé de ne pas reconnaître ce qu'est l'importance de ses relations économiques avec la Chine. Voilà, parce que les Verts font pression. Hein. Ils ont écrit à François Hollande, ils veulent que l'ambassadrice de France en Chine se rende au Tibet. Oui, mais on connaît leur position là-dessus, mais je veux dire, l'espèce de monde idéal dans lequel on aurait des rapports économiques et diplomatiques qu'avec des gens parfaits, j'y aspire, je le souhaite. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer au débat. Non, on sait très bien aujourd'hui que c'est la réelle politique. En même temps, la France est porteur, et on le sait très bien, et ceux qui se battent dans ces pays pour conquérir des droits, ils veulent qu'on continue à avoir des relations avec leur pays. Parce que c'est là qu'on est le plus efficace. Et que ceux qui, ici, ont une position radicale se trompent. Justement parce que si on n'a plus de rapport, alors la place est nette. Et ils ont besoin, effectivement, qu'on soit reconnus des interlocuteurs par leur pays, ne serait-ce que pour faire améliorer les choses. En tous les cas, ce qui prime aujourd'hui, ce sont les accords commerciaux. Il y en a une cinquantaine qui ont été signés à l'Élysée pour un total de 18 milliards d'euros. On parlera du Tibet après. C'est pas l'un ou l'autre. Et des droits de l'homme. C'est pas l'un ou l'autre. J'accepte pas. Je trouve que votre observation n'est pas acceptable. On en parlera. C'est pas l'un ou l'autre. Il peut être question des deux choses. Il y a eu des positions qui ont été données par la France en matière de politique étrangère. Franchement, s'il y a un pays qui est au rendez-vous aujourd'hui pour défendre la démocratie, y compris quand tous les autres s'échappent, parfois, c'est la France. On est allé au Mali, il y avait un massacre en Centrafrique, on y est allé, c'est des soldats français, je leur rends hommage, et c'est la décision du président de la République. Alors, il paraît qu'on peut parler effectivement de liberté au président chinois, mais il est bon de le prévenir par avance, donc c'est ce qui a dû être préparé en coulisses. On verra ça en tous les cas. Merci. Ça s'appelle de la diplomatie. Ça s'appelle de la diplomatie. Merci. C'est parfois efficace. Et c'est efficace. Plus que les déclarations péremptoires. Merci beaucoup Alain Vidalis d'avoir été avec nous. Bonsoir à tous, à très vite.